Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et merci de participer à ce webinaire, premier d'une série portant sur l'intérêt de l'échographie pour les urgences rencontrées au cabinet de médecine générale. Ce soir, plus précisément, on va parler de la phlébite. Je me présente, Jean-Charles Piazza, co-animateur de la soirée. Nous sommes trois collègues impliqués dans le pôle d'imagerie médicale du Collège des hautes études en médecine, le CHEM, Karine Delahaye-Muller, cadre pédagogique, Quentin Bouloir, que vous allez voir tout à l'heure, chef de projet, et moi, animateur. Ensemble, nous proposons des sessions de formation en échographie dans différents domaines, tels que la thyroïde, le thoracique, l'abdominopelvien, la gynécologie, le musculo-squelettique, le vasculaire, et ce, sur toute la France. On vous présentera les différents programmes en fin de session. Quentin va gérer les sondages ainsi que le recensement des questions. Vous le verrez tout à l'heure. Certains qui sont déjà venus à nos formations nous connaissent déjà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et ne connaissent pas encore le CHEM, un petit rappel, le collège est un organisme de formation qui est né en 1988 et un des plus anciens organismes de formation DPC. C'est une association indépendante des labos, sans conflit d'intérêt, et c'est important parce que lors de nos formations présentielles, nous avons des partenaires, je ne sais pas si on peut dire des partenaires, mais au moins des fournisseurs de matériel qui nous accompagnent, qui nous mettent des matériels à disposition, des échographes. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que ces formations sont essentiellement des ateliers pratiques. Outre l'échographie, nous proposons des formations médicales, paramédicales avec différents formats, que ce soit en ligne, webinaires comme ce soir, CV, e-learning ou lors de formations présentielles, que ce soit pour les médecins, les pharmaciens, les kinés, les podologues, les infirmiers et enfin les sages-femmes. Alors ce webinaire, d'abord je vous rappelle que vous aurez à disposition le replay du webinaire. GoToWebinar est la plateforme que nous allons utiliser pour cette soirée. Quelques instructions rapides qui seront détaillées un peu plus tout à l'heure par Quentin. L'onglet chat pour communiquer si vous avez des problèmes, genre problème de son, vous n'arrivez pas à entendre, vous nous l'écrivez dans le chat et mon collègue Hervé à distance va essayer de régler le problème. L'onglet questions pour poser toutes les questions auxquelles notre expert répondra à la fin de chaque partie. L'urgence en échographie vasculaire du membre inférieur, ce que le médecin généraliste est capable de voir. Pourquoi ce titre? Tout simplement parce que vous vous demandez si c'est bien utile, si c'est adapté à votre pratique de médecine générale, si vous êtes capable d'y arriver. C'est les questions qui reviennent tout le temps lorsqu'on fait les formations présentielles. On est aujourd'hui à Bordeaux dans une session présentielle. C'est pour ça que c'est les questions que se posent les participants. Nous répondrons à ces questionnements ce soir avec notre expert Arnaud Boudous, médecin généraliste spécialisé en échographie. Le programme de la soirée, Arnaud, fort de son expérience, nous parlera bien entendu de l'intérêt qu'il y voit et des limites qu'il a pu identifier, bien entendu. Il fera une présentation sur l'échographie vasculaire du membre inférieur, les diagnostics attendus par le médecin généraliste, ainsi et surtout que la conduite à tenir. Suivra un temps d'échange où vous pouvez poser les questions concernant spécifiquement cette présentation via l'onglet questions. Quentin reviendra là-dessus tout à l'heure. Nous poursuivrons par la présentation de cas cliniques. Il vous sera demandé à travers des sondages, surtout de proposer des conduites à tenir. Et pour finir, un dernier temps d'échange où revenant sur la législation, le mode des financements des matériels, toutes ces questions un petit peu d'ordre général. Je laisse donc la parole au docteur Boudous. Bonjour à tout le monde. Arnaud Boudous, je suis aujourd'hui échographiste en mode d'exercice particulier et je fais essentiellement de l'échographie vasculaire et de l'échographie musculo-squelettique. Donc j'ai une grosse activité de vasculaire avec une formation de phlébologie. C'est à ce titre-là que je me sens légitime pour vous expliquer un petit peu ce que peut vous apporter l'échographie au cabinet dans la prise en charge des thromboses veineuses profondes des membres inférieurs. J'ai une approche qui est un petit peu plus complète que celle que vous pouvez avoir, mais la première étape de tout examen d'échographie chez un patient suspect d'une phlébite, c'est quelque chose que je vis moi de façon régulière dans le cadre de mon activité. Et du coup, je vous propose de vous projeter, vous, dans votre activité propre en cabinet, sachant que
vos objectifs en termes de compétences, c'est de pouvoir reconnaître ce qui est infirmé ou affirmé l'existence d'une phlébite sur le réseau veineux proximal, ce qui est reconnu comme quelque chose complètement à la portée d'un médecin généraliste qui a subi une formation sans pour autant avoir une expertise forte dans le vasculaire, puisque c'est un examen qui est relativement simple en termes d'apprentissage et de réalisation. Donc, je vais dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu, je vais reprendre un petit peu comment on peut placer cet examen, quel est ce type d'examen, sans vous faire une vraie formation. Et dans un deuxième temps, je vais vous mettre en situation clinique au cabinet pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait changer dans vos pratiques. Et donc, on a une deuxième partie qui sera plus interactive, qui va vous permettre de vous projeter une fois que ce type d'examen sera dans le panel de vos compétences au cabinet. Donc, les recommandations que vous avez actuellement vous incitent préalablement à la pratique d'un examen d'échographie, à réaliser des scores de prédiction clinique, à vous faire doser des dédimères dans des situations où ce score de prédiction clinique n'est pas fort. Et donc, mais dans un deuxième temps, voire un troisième temps, l'intervention de l'échographie dans votre approche diagnostique. Au cabinet, c'est des choses qui sont complètement inapplicables, puisque vous allez, dès l'instant où vous êtes formé et vous avez un appareil à disposition, vous n'allez pas aller attendre un résultat des dimères. Votre patient est face à vous, vous avez la possibilité de l'examiner et de réaliser une échographie pour rechercher une thrombose veineuse proximale. Même si vous êtes dans un score de prédiction faible ou intermédiaire, la logique pour vous, c'est pas d'aller prescrire une biologie, attendre le retour d'un résultat d'examen, revoir votre patient pour enfin faire un examen que vous pouvez faire immédiatement et qui va vous permettre d'avancer. Donc du coup, la hiérarchie, du moins l'ordre de réalisation des examens va être un petit peu modifié dès l'instant où vous pouvez disposer de cet examen au cabinet. Et ça a été l'objet d'un travail de thèse qui a été fait sur Montpellier, qui remet un petit peu en question la démarche diagnostique qui est dans les recommandations dès l'instant où le médecin clinicien, le médecin généraliste, a à disposition un appareil d'échographie au cabinet et peut du coup appréhender immédiatement la présence ou pas d'une thrombose veineuse profonde proximale au niveau des membres inférieurs. Donc, la recherche d'une thrombose veineuse profonde proximale. Je vais reprendre un petit peu la démarche que vous pouvez avoir en échographie par rapport à votre patient. Donc, les scores de prédiction clinique, ils vont vous définir deux situations qui sont soit des scores de prédiction clinique forts, soit des scores de prédiction clinique faibles ou intermédiaires. Dans ces deux situations, vous êtes censé agir différemment. Ça va, dans un premier temps, vous poussez, si le score de prédiction clinique est fort, vous poussez directement l'échographie. Et dans un deuxième, vous incitez à réaliser des dédimères dans un premier temps et d'attendre le résultat. Pour un patient ambulatoire, donc non hospitalisé, on peut disposer de deux scores. Le score de Wells, qui est hyper connu, ancien, éprouvé, qui va être adapté à la thrombose veineuse proximale. Et on a un score aquitain, donc, qui a été développé sur Bordeaux, qui s'adapte à l'appréhension, à l'évaluation clinique de la thrombose veineuse profonde distale, qui est la chose peut-être la plus fréquente que vous risquez à rencontrer en cabinet. Je vous présente rapidement ces scores. Ils ont quelques items qui les différencient. Globalement, on retrouve les mêmes. Donc, à part le sexe, la présence d'une douleur du membre inférieur dans le score aquitain, le cancer actif, l'existence d'une collatéralité veineuse superficielle non variqueuse d'une chirurgie inférieure à 4 semaines dans le score de Wells, ces scores sont relativement proches. Néanmoins, il y en a un qui est plus adapté à une suspicion de TVP distale, donc sous genou, et l'autre plus orienté vers la recherche d'une TVP proximale.
Ces scores, au final, vont définir deux groupes de patients. Donc, un groupe de patients avec un score de prédiction clinique fort et un groupe de patients avec un score de prédiction faible ou intermédiaire. De façon très pratique, vous recevez un patient au cabinet. Donc là, on a l'exemple de monsieur L. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Voilà. Oui, donc, monsieur L, 75 ans, se présente à votre cabinet. Ça fait 4 jours que sa jambe gauche est gonflée, son mollet est moins souple. C'est un patient que vous connaissez parce qu'il a déjà fait un problème de thrombose veineuse profonde. Il a fait un problème de thrombose veineuse superficielle au membre supérieur. Il a, du coup, ça a été l'occasion de découvrir qu'il avait une néoplasie de vessie et qui a été opéré entre-temps, qui a reçu sa chimiothérapie, peut-être en rémission, peut-être actif. Il est en cours de prise en charge de son cancer. Ce patient-là, quel est son score de prédiction clinique là qui va guider votre prise en charge? Est-ce qu'il est fort? Est-ce que son tableau clinique vous oriente vers un TVP distal ou proximal? Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser d'emblée quand ce patient se présente à vous, si vous voulez rentrer dans ces évaluations cliniques, de prédiction, si vous n'avez pas le réflexe de prendre d'emblée votre appareil d'échographie. Donc, excusez-moi, on est revenu en arrière sur le score. Ouais, ouais. Donc là, dans ce cadre-là, si on se fie au score dont on dispose, on a un score de prédiction clinique qui va être faible ou intermédiaire. Hein, puisque à partir de 3, on tombe dans le score de prédiction clinique fort. Donc là, du coup, il faut faire des dédimères. Est-ce qu'ils sont utiles dans le cadre d'un patient néoplasique, actif? Est-ce qu'ils vont être disponibles rapidement pour vous? Dans quel délai vous allez pouvoir les réaliser, revoir votre patient? Tout ça, c'est des questions qui vont se poser, ou des problématiques même qui vont se poser à vous dans le cadre de votre prise en charge de ce patient. Du coup, est-ce que vous n'avez pas plus intérêt d'emblée à évaluer ce patient en échographie si c'est disponible? Là, en l'occurrence, ce patient-là, que j'ai reçu, donc c'est la vraie vie, hein, ce patient, je lui fais une échographie de son réseau proximal. Alors, je fais des échographies exhaustives, mais mon premier temps d'examen, c'est une échographie proximale, le réseau veineux proximal. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a une TVP proximale qui remonte jusqu'à la veine fémorale commune, gauche, donc à risque d'embolie. Quelle est du coup l'attitude que je vais avoir? Est-ce que mes dédimères me servent à quelque chose? Est-ce que je vais faire des scores de prédiction clinique? Dès l'instant où j'ai la connaissance d'emblée d'un diagnostic qui va déboucher sur une prise en charge. Ça relativise pas mal en fait tous ces scores, que ce soit clinique ou ces dosages de dédimères, dès l'instant où votre examen d'emblée vous donne la réponse et un diagnostic qui vous permet de prendre en charge votre patient de façon pertinente. Tout ça, ce diagnostic, il va se faire de façon assez simple finalement. On va utiliser le principe qu'une veine qui est non thrombosée est une veine compressible, parce qu'elle n'a pas de contenu. C'est un contenu purement liquidien qui fait que la veine est compressible. Contrairement aux artères qui ne sont pas compressibles, les veines le sont. Et ça, c'est très intéressant parce que dès l'instant où la veine est compressible, vous pouvez écarter la présence d'un thrombus. Par contre, dès l'instant où votre veine ne va plus être compressible, vous pouvez affirmer la présence de thrombus, même si la lumière de votre veine vous paraît anéchogène, hypoéchogène, et que le thrombus est dans le cas de thrombus frais, vous n'allez pas voir un contenu échogène à l'intérieur ou lumière veineuse, elle va être hypoéchogène, anéchogène, comme une veine normale, mais elle est incompressible. Et ça signe la thrombose. Et cette compressibilité, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réaliser sur tout le réseau veineux proximal, parce qu'il est accessible à la compression facilement. Donc, vous voyez, là, je vous montre sur l'image de gauche,
cette compression. Vous avez la veine qui est sous l'artère et vous voyez que votre veine est complètement compressible. Ça, c'est une veine tout à fait normale. Excusez-moi. Donc, Ici de faire avec le pavé, voilà. Sur l'image que vous avez à votre droite, vous avez par contre une image d'une veine. Alors, je vais essayer de la reprendre. Vous avez une veine par contre qui devient incompressible. Son clic de l'éléphant. On a un petit souci sur l'animation. Voilà. Donc, vous voyez, regardez l'image, votre image de droite. Enfin, le principe qui arrive, c'est que vous allez appuyer sur votre veine et votre artère. Et vous allez comprimer votre artère, mais sans pouvoir écraser votre veine, parce que la veine contient un thrombus. Donc, c'est ça qui fait le diagnostic. Donc, c'est finalement assez simple. Il n'y a pas besoin de se connaître en Doppler, même en utiliser Doppler couleur ou quoi que ce soit. Vous faites simplement de l'écho bidimensionnel en vous mettant dans une coupe axiale de votre réseau veineux profond des membres inférieurs et vous allez pouvoir appréhender la présence ou l'absence de thrombus sur tout ce réseau qui, comme je vous dis, est accessible relativement facilement à la compression. Ce réseau, il débute au niveau du pli inguinal, il va se terminer sous le genou en arrière du creux poplité. Hein, il est assez simple sur le plan anatomique, il y a peu de variations. Des fois, on a des veines saphènes doubles, mais des veines fémorales superficielles doubles, mais on a une seule veine fémorale commune, issue de la veine iliaque externe, qui va du coup arriver au niveau inguinal, qui va donner la grande veine saphène et qui va se diviser sous la division artérielle en veine fémorale superficielle et profonde. La veine fémorale profonde, vous allez la suivre très peu. La veine fémorale superficielle, par contre, va pouvoir être suivie jusqu'au creux poplité. C'est elle qui va donner la veine poplitée, qui va ensuite se diviser en veine tibiale postérieure et veine fibulaire postérieure. Donc, avant cette division, vous allez pouvoir suivre cette veine tout le long de la cuisse, en partant du pli de l'aine et en finissant derrière le genou. Voilà. Attends, je vais dire. Voilà. Je vais réduire. Parfait. Voilà, c'est bon. Donc, ce réseau, ce parti du réseau veineux profond, au niveau de la jambe, c'est le réseau proximal, c'est celui que vous allez pouvoir étudier facilement en échographie, même en ayant peu d'expérience dans la pratique de l'échographie. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur différents niveaux d'évaluation échographique dans la recherche de thrombose des membres inférieurs. L'échographie en 2 points de compression. Donc, l'échographie en 2 points de compression qui consiste à un examen de 2 aires qui sont l'aire fémorale et l'aire poplitée. Donc, fémorale au niveau du triangle de Scarpa, au niveau inguinal, vous allez avoir un premier site sur lequel vous allez pouvoir comprimer votre veine fémorale commune. Et au niveau du creux poplité, vous allez pouvoir comprimer votre veine poplitée. Vous faites cet examen sur des 2 côtés, sur les 2 membres. C'est ce qu'on appelle l'examen des 4 points de compression ou échographie en 2 points de compression si on considère un seul membre. Ça a été la première façon de vulgariser un petit peu l'échographie et la mettre à disposition de médecins qui ne réalisaient pas régulièrement de l'échographie à la recherche de phlébite. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. On a vu qu'on était performant sur ce type d'examen, aussi bien qu'un radiologue. La question, c'est qu'est-ce qui se passe entre ces 2 zones
d'évaluation. Et du coup, ces deux sites qui sont quand même une façon d'appréhender la présence d'un thrombus qui va se développer des fois à partir du mollet et puis remonter le long de la jambe pour arriver au niveau de la veine fémorale commune, voire de l'iliaque. C'est une façon un petit peu déjà de repérer pas mal de situations cliniques avec des thrombus qui vont être visibles sur ces points précis, avec des endroits qui sont relativement faciles d'accès en compression. Donc là, sur la partie supérieure de la diapositive, vous voyez la compression de la veine fémorale commune qui disparaît alors que les artères fémorales superficielles et profondes sont visibles puisqu'elles ne sont pas compressibles, c'est des artères. Ça, c'est un examen normal au niveau du site fémoral. Et au niveau du site poplité, vous allez voir que vous pouvez voir soit chez un patient qui est allongé, soit assis au bord du brancard. Vous allez voir la veine poplitée se contracter et être complètement compressible dans un temps, dans une situation normale d'absence de thrombus et donc de perméabilité de vos veines poplitées et fémorales. Ces examens vous permettent déjà d'appréhender certains diagnostics relativement facilement. Par exemple, dans cette situation-là, vous voyez, vous avez une compressibilité de la veine en haut de votre diapositive. Vous avez une compressibilité de votre veine fémorale qui va ici être complètement, qui va disparaître sous la compression. Par contre, vous voyez que votre veine poplitée, elle, ne va pas être compressible. Donc, vous pouvez faire votre diagnostic de thrombose veineuse profonde à l'étage poplité. Sans pour autant savoir jusqu'à quel niveau va remonter votre thrombus. Mais vous avez un diagnostic, donc vous avez une attitude thérapeutique qui va pouvoir être lancée et une explication à votre symptomatologie. Là, en l'occurrence, donc TVP poplité gauche. Un autre exemple où là, on a un patient, on fait une compression en poplité, donc je vous montre ce que ça donne en réel. Vous avez effectivement une veine poplitée qui est incompressible avec une artère poplitée qui, elle, est pulsatile. Je vous remets, vous voyez, la pulsatilité de votre artère qui commence à s'écraser alors que les veines n'ont pas pu être écrasées. Donc là, on a un diagnostic de thrombose poplitée qui est une évidence. Je vais essayer de passer à l'autre diapositive. Voilà, un autre exemple, on est en fémoral, on fait une compression, on n'arrive pas à comprimer la veine fémorale qui a un contenu qui est échogène, donc on est là aussi dans une situation de thrombose de la veine fémorale commune. Convulse qu'on peut éventuellement visualiser dans sa longueur pour essayer de voir un petit peu si on arrive à voir la partie supérieure du thrombus. Mais on a le diagnostic est posé simplement par la compression. Donc cet examen en deux compressions vous permet de vous mettre à l'abri d'une thrombose à partir du moment où elle est négative, mais à l'abri d'une embolie pulmonaire, migration d'un thrombus qui va engendrer une embolie pulmonaire dans les 8 jours de votre examen. Du coup, à partir de ce principe-là, on s'est dit on va répéter cet examen à 8 jours. Et si effectivement on n'a pas d'apparition de thrombose au niveau poplité, on est relativement à l'abri de risque thromboembolique et on n'a pas lieu de traiter. C'est l'attitude américaine qui est un petit peu différente chez nous, puisqu'on va aller traiter assez systématiquement toutes les thromboses surales. À partir de cet examen en 2 points de compression, donc site fémoral, site poplité, on a essayé d'aller un petit peu plus loin dans l'évaluation et on a fait une échographie dite, alors une échographie proximale, toujours, donc qui ne va pas étudier le réseau sural, mais étendu, c'est-à-dire qui va évaluer un petit peu plus que ces deux sites fémoral et poplité en faisant des coupes, des compressions étagées de la veine fémorale superficielle et qui vont permettre d'évaluer tout le long de la cuisse l'absence de thrombus sur cette veine fémorale superficielle qui prolonge donc la veine fémorale commune
et qui va se donner sous le nom la veine poplitée. C'est un niveau supplémentaire d'évaluation qui est là aussi complètement accessible et facilement accessible puisque ça repose sur le même principe qu'est l'échographie de compression et qui prend pas beaucoup plus de temps qu'une simple échographie 4 points de compression. Les TVP distales dans tout ça. Donc, vous me dites pourquoi on ne va pas les chercher alors qu'on les traite chez nous dans les pays francophones. On va aller traiter ces TVP de façon systématique. Du coup, pourquoi on ne les rechercherait pas au niveau et pourquoi on se contenterait d'un examen proximal et pourquoi ça peut nous rassurer. Donc, les TVP distales, elles sont peu emboligènes. Hein. Toutes les études qu'on a eues nous montrent que c'est des TVP, qu'elles soient musculaires ou surales, c'est-à-dire qu'elles concernent soit des veines musculaires, soit les veines profondes au niveau sural, c'est-à-dire veine tibiale postérieure, veine fibulaire postérieure, sachant qu'on n'a pas de l'autre pédicule qu'on a au niveau sural, c'est les veines fibulaires antérieures qui ne donnent jamais de thrombose isolée, donc du coup on les recherche jamais, mais veines tibulaires postérieures et tibiales postérieures sont des veines sur lesquelles on va chercher des thromboses à l'étage sural, en plus de tout ce qui est thrombose musculaire. Toutes ces thromboses ont un potentiel emboligène qui est négligeable et qui nous met à l'abri d'une embolie pulmonaire si ce patient est évalué dans les 8 jours qui vont suivre en l'absence de tout traitement anticoagulant. Du coup, ça prend son sens de regarder uniquement au niveau proximal pour savoir si ce patient, on peut se passer ou pas d'un traitement anticoagulant le temps que quelqu'un aille faire un écho-doppler exhaustif à la recherche d'une thrombose distale. On n'a aucun risque à prendre pour notre patient, on n'a aucune justification à lui faire prendre un risque hémorragique si on a éliminé une thrombose proximale pour notre patient. Alors, que faire? Choisir pourquoi faire des échographies proximales? Pourquoi pas faire des échographies complètes? Les échographies proximales sont des choses qui vont vous suffire pour écarter des pathologies, des thromboses emboligènes, donc, et qui sont accessibles pour vous. Ça va vous permettre du coup d'éviter de recourir à un spécialiste de la phlébite en urgence, à mettre des patients sous anticoagulant pour rien, dès l'instant où vous maîtrisez cet examen. Donc du coup, ça prend son sens. L'échographie proximale, à partir du moment où elle va être réalisée, va vous permettre vous mettre à l'abri d'un risque thromboembolique si elle est négative, de la même façon qu'une échographie complète. Donc, si vous voulez vous protéger d'un risque emboligène par rapport pour votre patient et donc de vous permettre d'éviter de mettre sous anticoagulant, le fait de ne pas trouver de thrombose en proximale va être aussi pertinent que de ne pas trouver de thrombose du tout en faisant un examen exhaustif. Du coup, par rapport au risque emboligène, l'évaluation proximale suffit pour vous éviter de mettre votre patient sous anticoagulant. Et vous permet du coup tranquillement soit de doser des dédimères si le score de prédiction clinique est faible ou intermédiaire, soit de demander un examen exhaustif, complet, qui va être fait tranquillement dans les 8 jours qui vont suivre votre examen. Donc, cette échographie proximale, elle ne peut pas être utilisée de façon isolée. Et sa force, elle va être importante si vous l'utilisez associé au score clinique, si vous l'utilisez au dédimère, si vous l'associez au dédimère. C'est ça qui va faire sa pertinence et qui va donner encore plus de sens à votre évaluation. C'est-à-dire que un patient qui a une échographie proximale négative, derrière vous dosez des dédimères, quel que soit le score de prescription clinique, sachant que malgré tout, s'il est fort, vous êtes incité à aller directement vers une échographie complète. Mais le patient score échographie proximale absente
thrombose proximale absente sur votre échographie et 2 azotes dimères négatifs, ce patient n'a pas de phlébite et veut être complètement sortir de la démarche diagnostique et vous n'avez plus à courir ni après une anticoagulation, ni après un examen exhaustif par un autre spécialiste. Et avec une sécurité qui est relativement importante, puisque les études, c'est ce que nous confirment les études qui ont été faites. Du coup, est-ce qu'on oppose l'un ou l'autre? En fait, l'échographie proximale par rapport à l'échographie complète, le problème qui va se poser, c'est essentiellement un problème qui va être un problème financier. Le surcoût par rapport à un examen exhaustif. Parce que le reste, c'est relativement intéressant, tout va dans ce sens. Mais effectivement, on va être obligé de répéter cet examen à 8 jours. C'est ce que font les Américains régulièrement, hein. Ils recherchent que des thromboses proximales, ils répètent leur examen à 8 jours. Du coup, le discours que nous, on a eu par rapport à cette attitude, c'était qu'effectivement, ça coûtait beaucoup moins cher de confier d'emblée le patient à un angiologue ou un radiologue ou un cardiologue ou un phlébologue qui allait d'emblée faire une échographie complète pour éliminer une phlébite ou faire le diagnostic. Alors ça, c'est la prise en charge idéale qui n'existe pas, ou plus, ou de moins en moins. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver en urgence quelqu'un qui va vous éliminer ou faire un diagnostic de phlébite comme ça. C'est de plus en plus compliqué. Et du coup, cette proposition de prise en charge qui va coûter juste un examen échodoppler par un spécialiste, dans la pratique, dans la vraie vie, c'est pas ce qui se passe et c'est ce qui ça va souvent se terminer avec un passage aux urgences, avec un surcoût de la consultation aux urgences, du forfait de passage aux urgences, de l'échographie quand même qui va être faite, et plus votre consultation qui va se rajouter. Enfin tout ça, ça a un coût aussi. Et finalement, le surcoût, il n'est pas forcément à faire 2 examens, il est à ne pas faire d'examen. Parce qu'on va partir sur des traitements aussi avec des prescriptions d'infirmiers, de traitements anticoagulants qui eux aussi vont se rajouter à un surcoût pour des patients qui n'ont pas de phlébite, ou du moins qui n'ont pas de justification à être traités tant que quelqu'un n'a pas fait un examen complet pour aller voir la petite phlébite surale qui n'est pas emboligène. Donc, cette histoire de coût, elle est très théorique. Et ça peut vraiment être complètement, se retourner complètement contre l'attitude d'aller courir après le spécialiste en urgence, parce que dans la vraie vie, on ne le trouve pas, ou de moins en moins, et finalement, vous allez faire votre consultation, vous allez peut-être revoir votre patient après des dédimères qui ont été prescrits pour rien, qui va revenir, une nouvelle consultation, un patient qui va aller aux urgences, qui va avoir des examens quand même derrière. Enfin bref, le surcoût, c'est quelque chose de très relatif finalement, parce que si votre patient, vous l'avez devant vous, que vous lui faites son échographie, que vous faites votre diagnostic, ou que vous écartez une proximale et que derrière, le patient n'est pas vu aux urgences parce qu'il n'y a pas lieu, il n'a pas d'un traitement anticoagulant pour rien parce qu'il n'y a pas lieu, il n'a pas d'infirmière parce qu'il n'y a pas de raison, et que derrière, il va avoir son examen, le surcoût, finalement, il n'est pas beaucoup plus important. Donc, moi, j'en fais plutôt une économie de prise en charge et dès l'instant où vous allez votre appareil à disposition et que vous êtes formé à l'échodoppler de compression du réseau proximal. Au final, peut-être que ce surcoût qui est décrit comme ça dans les littératures est en fait une économie de prise en charge du patient. Donc, je vais vous laisser poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à cette présentation et ensuite je répondrai à vos questions. Du coup, comme tout à l'heure, Jean-Charles m'a introduit, moi je m'appelle Quentin Boulois. Je suis chef de projet imagerie médicale au CHEM depuis maintenant presque 1 an. Et moi, mon rôle au sein du CHEM, c'est d'être sur la programmation des différentes sessions en échographie et après d'aller sur les sessions pour animer avec nos différents experts. Donc avec Jean-Charles, on essaye au mieux de vous écouter, d'être à votre écoute pour derrière trouver votre besoin et trouver les bonnes formations par la suite.
Donc, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de nous rencontrer avec Jean-Charles. Et si ce n'est pas le cas, ça sera un plaisir de vous rencontrer une autre fois. Là, je vois que vous êtes toujours autant nombreux et nombreux à être avec nous sur le chat et à interagir. Donc, je vais prendre quelques questions. Comme l'a dit tout à l'heure Jean-Charles, vous êtes sur la plateforme GoToWebinar. Donc, sur votre droite, vous avez différents outils. Vous avez un onglet chat pour réagir avec nous et un onglet questions. Donc, c'est sur cet onglet-là que vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions. Donc là, je vois qu'il y a déjà des premières questions. Donc, on a un temps assez court et réparti, donc je ne pourrais pas prendre toutes les questions. Mais n'hésitez pas parce qu'il y aura une seconde partie questions-réponses en fin de webinaire. Donc là, Arnaud, j'ai une première question. Donc, on me demande, est-ce qu'il faut un matériel particulier, une sonde particulière pour diagnostiquer une phlébite au cabinet de médecine générale? Donc, il faut une sonde linéaire. Vous ne pouvez pas faire ça avec une sonde abdominale. Le principe de la compression, c'est que vous allez poser une sonde qui a une forme avec une interface qui est rectiligne. Vous allez la poser sur la surface de la cuisse et vous allez appuyer sur un vaisseau que vous allez couper en tranches, en coupe axiale. Et c'est ça qui vous permet de faire d'écraser votre veine et d'affirmer l'absence de thrombose. Ça ne se fait pas avec une sonde abdominale convexe qui ne va pas vous permettre de bien gérer votre compression. Donc, c'est une sonde linéaire. La sonde linéaire, c'est aussi une sonde qui vous permet d'apprendre en profondeur ce type de structure parce qu'on n'est pas très profond finalement. La veine fémorale va passer sous un muscle et le sartorius qui va croiser dessous. Elle est relativement superficielle au niveau du scarpa et va passer juste sous un muscle. Vous allez la perdre uniquement avant le canal de Hunter, mais vous la récupérez en poplité en remontant. Donc la profondeur d'exploration d'une sonde linéaire est suffisante. On est dans les 10 MHz en général pour pouvoir appréhender ce type de profondeur au niveau des réglages de sondes. Donc des sondes qui descendent à 10 MHz, c'est le cas de toutes les sondes linéaires qui vont varier entre 7 et 15 voire plus MHz puisqu'elles sont multifréquences. Vous n'avez pas besoin d'un appareil très complexe en termes de traitement d'image, de post-traitement. Des appareils relativement simples d'échographie qui vous permettent de faire du mode BD sont suffisants pour pouvoir interpréter une simple image en mode BD, donc en mode noir et blanc. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les fonctions de Doppler, de signal Doppler, de Doppler couleur. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas utiles pour cet examen. Donc, c'est vraiment du basique avec des appareils du coup qui peuvent être très succincts en termes de traitement, de fonctionnalité, puisque tous les appareils d'écho vous permettent de faire du BD de façon correcte. C'est pas un examen qui demande du matériel onéreux ou complexe en termes d'échographe. Ok, merci à toi Arnaud. J'ai une autre question. Est-ce que toi, au niveau de ta logistique pour la programmation d'examen, est-ce que quand tu as une phlébite comme ça, tu le programmes plutôt en fin de journée ou tout de suite dès qu'elle arrive au sein de ton cabinet? Ça se fait tout de suite. C'est un examen qui va se faire immédiatement parce que l'appareil d'échographie il est allumé à côté du divan d'examen et c'est pas toute une histoire d'aller faire une échographie à un patient. Je vais passer peut-être plus de temps à rentrer son nom, prénom pour créer une fiche patient et garder une trace et à discuter avec lui qu'à faire l'examen. L'examen, il va prendre très peu de temps. Même si systématiquement, il faut faire un examen bilatéral pour pouvoir le coter. Et la cotation est importante puisque ça vous permet de financer votre formation, votre investissement matériel. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Il faut regarder les deux jambes, même si votre point d'appel est sur une jambe, sachant que malgré tout, on a des fois, ça m'est arrivé une fois, d'avoir un patient qui se présentait pour un tableau de phlébite à gauche et la phlébite était à droite.
Alors, c'est pas tous les jours, mais bon, vous êtes content d'avoir regardé des deux côtés quand votre patient, cliniquement, il vous induit en erreur. Sachant que les présentations cliniques sont vraiment pas du tout fiables. Dans le cas de la phlébite, la clinique est prise en défaut régulièrement. Combien de fois on va trouver des phlébites, on est surpris de les trouver, ou on est persuadé qu'il y en a une et on ne va pas la trouver. C'est vraiment, il y a une discordance totale entre l'aspect clinique des patients et la réalité de l'existence ou pas d'une thrombose. Mais oui, en pratique, ça se fait sur le moment. C'est pas un examen, c'est un examen d'abord qui est rapide, qui demande juste à déshabiller le patient et à l'allonger en position semi-assise. Après, on l'allonge éventuellement au bord du brancard. C'est assez rapide, finalement, dès l'instant où on a installé son patient. Ça prend pas beaucoup plus de temps que d'examiner un patient qui a une douleur abdominale. Et puis, ça permet surtout d'avoir une attitude immédiate. Parce qu'on ne va pas attendre de le revoir pour faire un examen. Ça n'a aucun sens, par exemple, d'aller doser des dédimères et de revoir le patient 2 jours après s'ils sont élevés. Alors, j'ai une autre question. On me demande si en cas de découverte d'un thrombus, est-ce qu'on peut juger de son risque emboligène avec plus ou moins d'hospitalisation, si on craint un risque d'EP élevé? Alors, ce qui définit le risque emboligène de votre thrombus, c'est le fait que vous avez un thrombus qui va être visible en poplité, qui va s'étendre, donc qui va être visible dès l'étage poplité. Dès l'instant où votre thrombus est visible avec votre examen échodoppler en proximal, qu'il soit poplité, fémoral, iliaque, le risque emboligène est présent. Donc, et vous n'êtes pas en train de jongler sur les statistiques, vous n'allez pas prendre le risque pour votre patient. Dès l'instant où vous avez un thrombus poplité, il faut l'anticoaguler sans se poser de questions. Et la seule question que vous pouvez éventuellement vous poser, pour des thromboses qui sont proximales hautes, c'est-à-dire qui vont venir au niveau de la veine fémorale commune, donc partir en iliaque, ça c'est des patients qui vont être difficiles à gérer à domicile si la prise en charge ambulatoire est un peu aléatoire. Ça peut être des patients qu'on va hospitaliser dans certaines situations. Mais il faut faire de façon très simple. Une thrombose proximale, elle est emboligène. Une thrombose distale, elle est peu emboligène. Donc, vous anticoagulez. Ce qui guide quand même les nécessités d'hospitalisation, c'est quand même les critères d'impossibilité de proposer un traitement ambulatoire qui sont pas liés au fait que vous fassiez ou pas des échographies, qui sont des choses qui sont connues, notamment des patients qui sont inobservants, des patients qui sont éloignés, fragiles, un patient par exemple qui a un risque hémorragique important, a fortiori s'il est contre-indiqué pour des anticoagulations. Enfin, c'est des patients qui vont avoir des motifs d'hospitalisation qui ne sont pas liés à votre examen d'échographie, mais qui sont liés au terrain de votre patient. Donc, ce n'est pas votre examen d'échographie qui va décider si votre patient doit être hospitalisé ou pas hospitalisé. C'est le terrain, c'est le patient, qui va, lui, être un patient impossible à traiter en ambulatoire ou pas. Merci. Et on va prendre une dernière question et après on va pouvoir passer sur les cas cliniques. On reviendra sur les autres questions en fin de webinaire. Est-ce qu'on peut comprimer une jambe douloureuse? Alors, on a des mollets douloureux assez régulièrement. Ça peut arriver d'avoir des thromboses veineuses profondes qui concernent la veine fémorale profonde avec des grosses cuisses, du coup qui deviennent douloureuses, enfin qui deviennent sous tension en tout cas gonflées, pas suffisamment pour que la compression soit douloureuse. On a plus de soucis à l'étage sural, donc sous le genou, avec des tableaux d'érysipèle, qui sont rarement associés à des phlébites d'ailleurs, puisque ça crée une hypervascularisation. Hein, c'est des tests qui ont été faits en médecine, enfin, tout le moment, le cours après la phlébite de l'érysipèle qui n'existe quasiment jamais.
Donc ça, c'est des patients difficiles effectivement à comprimer. Et au niveau de la cuisse, à part effectivement la thrombose de la veine saphène qui peut être douloureuse, mais bon, il n'y a pas besoin de comprimer beaucoup sur une veine saphène, elle est superficielle, on comprime à peine, on voit qu'elle est compressible, on va faire le diagnostic. Mais les thromboses veineuses profondes du réseau veineux profond proximal sont rarement impossibles à comprimer du fait de la douleur, dans la pratique que j'ai en tout cas. D'accord. Merci à toi Arnaud. Tu peux du coup remettre le diapositif. Donc juste cliquer pour qu'on reparte sur la bonne diapo. Ouais. Donc maintenant, on va passer sur la partie 2 de notre webinaire, donc les conséquences pratiques sur la prise en charge des patients. Comme l'a dit Jean-Charles en début de webinaire, on a préparé avec le docteur Boudous différents sondages. Donc l'objectif là, c'est de vous faire participer. Donc voilà, vous allez interagir directement avec nous. Comment ça va se passer? Le docteur Boudous va vous présenter 4 cas cliniques qu'il a pu avoir au sein de son cabinet. Il va vous poser des questions, donc un QCM. De toute façon, il y a marqué sur le QCM. Certaines fois, il y a des choix uniques, donc une question avec différentes réponses et un seul choix possible. Et d'autres fois, la même chose, donc une question avec plusieurs réponses. Et cette fois-ci, c'est choix multiples. Et juste après ça, donc j'afficherai donc les pourcentages donc, pour que vous puissiez voir un peu comment ça s'équilibre. Et le docteur Boudous pourra par la suite nous donner la bonne réponse ou les bonnes réponses. Donc voilà, je laisse la parole au docteur Boudous et je reviens vers vous dans un instant pour les sondages. Donc dans cette deuxième partie, on va se mettre en situation dans plusieurs situations qui vont essayer de balayer toutes les situations possibles que vous pouvez rencontrer à votre cabinet. Donc on a, alors je vous ai pas mis tous les patients que je vois, je vous ai mis des patients qui sont un peu représentatifs de situations très différentes pour que vous puissiez, dans chaque situation, vous retrouver et vous poser la question de qu'est-ce que vous feriez. De l'instant, vous pouvez introduire cet examen qui est du coup qui est complètement à votre portée dès l'instant où vous êtes formé et équipé et qui du coup devrait vous permettre de changer un petit peu l'attitude que vous avez en l'absence d'utilisation de ce type d'évaluation échographique. Donc aujourd'hui, vous vous mettez dans une situation où vous êtes formé à l'échographie de compression, vous avez votre cabinet qui est équipé avec un appareil d'échographie. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire face à une demande, face à une suspicion de phlébite qui vous arrive au cabinet? Donc là, du coup, on va vous proposer une conduite à tenir qui va du coup intégrer cette technique et qui va un petit peu changer la donne de ce que vous connaissez aujourd'hui en l'absence d'utilisation de l'échographie. D'abord, pourquoi, dans quelles conditions vous allez chercher une thrombose veineuse profonde, hein? Est-ce que vous allez la chercher si un patient vient avec une insuffisance de TVP proximale? Ben oui, forcément, c'est une évidence pour vous. Mais si votre patient il a une insuffisance de thrombose veineuse surale, vous me dites, ouais, mais on regarde que le réseau proximal. Ben si, en fait, parce que qu'est-ce qui vous dit que ce patient qui a un mollet gonflé n'a pas une extension de sa thrombose au niveau poplité, ce qui fait qu'il bascule dans le risque de la thrombose emboligène et vous avez la possibilité de faire votre diagnostic. C'est le cas du patient que je vous ai présenté au départ dans la première partie qui avait juste un mollet gonflé, douloureux, donc on pensait que c'est une thrombose surale, en fait sa thrombose remontait bien plus haut. Donc la tableau clinique ne doit pas vous dire que la thrombose, elle ne peut pas être au-dessus du genou parce que simplement vous avez un mollet gonflé. Donc, le tableau clinique n'est pas
corrélé au niveau de votre thrombose. Donc, il faut, même sur une suspicion clinique de TVP surale, il faut aller chercher une extension de poplité et des fois, vous allez avoir la surprise d'une thrombose qui remonte bien plus haut. Donc là aussi, cet examen est utile. Et enfin, quand vous avez un tableau clinique de thrombose veineuse superficielle, vous allez me dire, ouais, mais superficielle, pourquoi je vais aller évaluer un réseau proximal? Eh bien, sachez que 20% de thromboses veineuses profondes sont retrouvées associées à des thromboses veineuses superficielles. Du coup, la thrombose veineuse superficielle, elle est superficielle uniquement une fois qu'on a dédouané l'existence d'une thrombose veineuse profonde associée. Donc là aussi, il faut savoir vous mettre à l'abri d'un problème emboligène face à une suspicion de thrombose veineuse superficielle, parce que si elle est associée à une thrombose veineuse profonde proximale, votre patient ne présente pas le même risque par rapport à l'embolie pulmonaire. Du coup, dans toutes ces situations cliniques, vous pouvez vous poser la question d'utiliser d'emblée votre appareil d'échographie pour rechercher une thrombose veineuse proximale, parce que c'est justifié. Et ça, c'est pas du tout lié au fait que vous avez un score de prédiction clinique fort ou faible ou intermédiaire, que vos dédimères sont élevés ou pas élevés. Là, c'est des situations où d'emblée, vous pouvez sortir votre appareil d'échographie. Et ça va vous permettre après d'avancer dans votre diagnostic, de ne pas passer à côté de patients qui sont à risque emboligène et de ne pas perdre de temps à faire des scores de prédiction clinique qui ne vous servent à rien. Dès l'instant où la thrombose elle est là, le score de prédiction clinique, on s'assoit dessus, d'attendre des résultats des dédimères qui ne vous apportent rien. Parce que si votre thrombose, vous la trouvez, ben, vos dédimères, ils sont pas utiles. Donc, c'est des choses qui vont vous faire gagner du temps, éviter de faire des démarches pour rien. Donc, ce qu'on vous propose, c'est systématiquement rechercher une TVP proximale dans ces situations-là. Ça va aussi faire en sorte que vous allez répéter cet examen régulièrement. Vous allez pouvoir le coter aussi de façon légitime régulièrement. Vous allez pouvoir améliorer votre pertinence, votre rapidité d'exécution de ce type d'examen parce que vous allez le répéter suffisamment souvent aussi. Donc, c'est important pour votre performance à vous. Donc, toutes ces raisons-là vont faire que ça a un intérêt et ça a un sens de proposer d'emblée une évaluation échographique à la recherche de TVP proximale dans ces situations, qu'elles soient proximales, bien sûr, mais surales ou superficielles. Si vous ne voyez pas de TVP proximal à l'étage proximal, là, effectivement, votre corps de prédiction clinique va être utile. Et donc, c'est là, dans un deuxième temps, vous aurez fait votre échographie, dans un deuxième temps, si vous ne trouvez rien, vous faites un score de prédiction clinique qui va, ou pas, vous orienter d'emblée vers une échographie complète s'il est fort, qui doit être réalisée, et là, dans les 8 jours, puisque votre patient alors là, le diaporama a été un peu repris par quelqu'un qui a changé un peu le sens de mon propos. Donc, vous allez prescrire une échographie de plaire veineux exhaustif. Vous n'allez pas prescrire de traitement anticoagulant à dose efficace, d'accord? Et c'est votre échodoppler veineux exhaustif qui sera réalisé dans les 8 jours. Donc, pas en urgence. Vous avez 8 jours pour faire réaliser tranquillement cet examen, même en cas de score de prédiction clinique fort, dès l'instant où vous avez écarté la présence d'une thrombose veineuse profonde proximale. Si par contre votre score de prédiction clinique est faible ou intermédiaire, là vous allez prescrire des dédimères et vous allez attendre le retour de cet examen qui, s'il est négatif, va vous faire arrêter toute démarche diagnostique à la recherche d'une phlébite. Par contre, si c'est positif, ben là, vous allez prescrire un échodoppler veineux exhaustif à réaliser dans les 8 jours. Alors, vous avez perdu peut-être un jour ou deux, donc vous allez les déduire, vous avez un peu moins de jours, mais vous avez quand même plusieurs jours pour pouvoir réaliser cet examen qui va, et ça ne va pas vous inciter du coup à envoyer en catastrophe ce patient aux urgences. J'ai mis un petit astérix par rapport au radiologue.
j'ai rien contre les radiologues, hein, je travaille avec eux et tout ça, mais la spécificité du radiologue par rapport à tous les autres médecins qui peuvent vous faire ce type d'évaluation, c'est que le radiologue, lui, il ne va pas prendre en charge votre patient. Hein, c'est-à-dire que il va vous faire un diagnostic et derrière, c'est à vous de reprendre en charge le patient au niveau traitement et tout ça. Alors que ce soit un phlébologue, un angiologue, un cardiologue, lui, il va s'occuper de la prise en charge de votre patient, il va prescrire derrière, il va le suivre. Donc, si vous avez la possibilité plutôt de vous tourner vers des gens qui soignent les patients, à mon sens, c'est plus intéressant pour vous que de demander un examen par un radiologue qui va vous renvoyer le patient avec toute affaire. Mais bon, ça dépend de ce que vous faites, de vos pratiques, de vos relations avec vos radiologues. Mais en pratique, moi qui travaille à la fois en radiologie et en consultation, je n'ai pas la même attitude quand je suis en radiologie que quand je suis à ma consultation où je fais là une prise en charge complète du patient. Donc pour le médecin généraliste, ça évite de reprendre en catastrophe le patient pour mettre sous anticoagulant, pour débuter tout ça, voire d'envoyer le patient aux urgences parce que c'est pas une heure où il peut le reprendre, il faut embrayer sur toute une prise en charge que le radiologue va pas faire. Donc, quelques situations cliniques, on va les décliner les unes après les autres et on va voir un petit peu, on va essayer de vous solliciter pour que vous puissiez vous mettre dans la situation du médecin généraliste qui est formé à la recherche de la thrombose veineuse profonde, proximale, qui a son appareil sous la main et qui voit arriver ce type de patient à son cabinet. Et on va balayer un peu toutes les situations possibles par rapport à ce diagnostic. Donc le premier cas clinique, Madame Suzanne, 85 ans, vous la voyez un jeudi, elle a une douleur évocatrice de cruralgie gauche, elle est sous cortisone, sous Lyrica, donc quelque chose qui fait plutôt neurologique, mais elle a un mollet droit qui est gonflé et induré. Vous faites une échographie, donc proximale, et là vous avez une évaluation de votre veine fémorale commune gauche, sans à gauche et avec compression à droite. Et vous n'arrivez pas à comprimer votre veine fémorale commune gauche. Je vous rappelle, elle a juste un mollet gonflé. Hein. Donc vous pouvez penser qu'elle a une phlébite distale. Mais bon, vous avez écouté ce que je vous ai dit, vous avez quand même fait votre examen. Et vous tombez sur une thrombose veineuse profonde qui concerne la veine fémorale commune gauche. Vous descendez lent, vous avez aussi forcément votre veine fémorale superficielle gauche qui est aussi incompressible. Forcément, votre veine poplitée, elle aussi incompressible. Hein. Donc vous avez tout ça à gauche, alors qu'à droite, c'est compressible en fémorale, c'est compressible ici en fémorale superficielle, c'est compressible en poplité. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez une TVP proximale avec une extension à la veine fémorale commune gauche, en l'occurrence. Tout ça en faisant simplement cet examen de compression étagée de votre réseau veineux. Donc, qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat? Qu'est-ce que vous allez prescrire? Et là, je vous laisse répondre avec différents items. Donc, qui sont donc c'est un QCM. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein, c'est dosage des dédimères. Vous attendez en fonction de votre résultat de dédimères. Vous prescrivez un bilan sanguin au cas où vous seriez à même de prescrire des anticoagulants. Vous prescrivez un échodoppler veineux exhaustif, donc complet, soit en urgence, soit dans les 8 jours. Vous la mettez sous traitement anticoagulant à dose efficace. Voilà, donc que faites-vous au décours de cet examen? Je vous laisse répondre. Alors, du coup, j'espère que vous êtes toutes et tous prêtes et prêts. Donc là, je vais lancer le premier sondage, donc il va apparaître devant votre écran. Donc, vous avez une première question que vient de vous donner le docteur Boudous. Et là, cette fois-ci, c'est un choix multiple. Donc, hop, je lance le premier sondage et je vous laisse quelques instants pour répondre. Ok, donc là, je peux voir que les statistiques bougent.
Ça continue de bouger. On va attendre quelques secondes encore et on va fermer le sondage. Ok, ça a l'air de stagner, donc je vais fermer le sondage et je vais vous partager les résultats. Donc là, on peut voir que c'est assez varié. Donc il y a différentes réponses. J'ai dit qu'il y avait plusieurs réponses. Donc je vais laisser le docteur Boudous vous donner les bonnes réponses et vous expliquer pourquoi. Voici la réponse à cette situation clinique. Donc, TVP proximal remontant au niveau de la veine fémorale commune. Ce patient, vous avez le diagnostic. Les dédimères ne vous sont pas utiles, ils ne servent à rien, puisque votre réponse, elle est là, qu'il soit positif, négatif, ça ne change rien. Alors, ils sont dans de rares cas, ils peuvent être négatifs. Alors, moi, j'ai rencontré une patiente qui avait un déficit en protéine C ou S, je ne sais plus, qui montait jamais ses dédimères alors qu'elle faisait régulièrement des phlébites. Donc, ça peut arriver d'avoir des dédimères négatifs. Vous voyez, là, vous auriez attendu des dédimères négatifs qui sont exceptionnels en passant à côté de votre diagnostic. Donc, en tout cas, ça n'a aucun intérêt. S'il y a un bilan sanguin à prescrire, c'est un bilan sanguin qui va vous permettre de choisir ce que vous allez prescrire en termes de traitement anticoagulant, sachant que pour les HBPM, la fonction rénale va être utile, puisqu'il y a des contre-indications pour un certain niveau de clairance. Vous ne pouvez pas prescrire d'anticoagulant par HBPM, donc il y a des choses qui sont à évaluer. Bon, maintenant, on n'est plus sur les anticoagulants oraux, mais un patient, par exemple, qui a un cancer évolutif affectif, il va falloir lui prescrire des HBPM. Un patient qui a une thrombose veineuse proximale qui remonte en iliaque, il va falloir lui prescrire dans un premier temps des HBPM. Donc, la fonction rénale va être utile. L'écho-doppler veineux des membres inférieurs exhaustifs, il va falloir qu'il en ait un. C'est pas parce que vous avez un diagnostic que l'histoire est terminée. Ce patient, il va falloir qu'il soit soigné, qu'il soit évalué, qu'il soit pris en charge. Donc, à moins que vous vouliez faire une prise en charge complète de la thrombose avec de ce patient, ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne attitude, il faut utiliser les compétences de gens qui font du suivi de thrombose, du bilan de thrombose, qui vont répéter, qui vont suivre, qui vont décider de prolonger ou pas les traitements, parce qu'ils ne sont pas tous arrêtés au bout de 3 mois. Donc, il y a des choses à faire au-delà de la simple mise sous anticoagulant. Ces patients-là, c'est utile de les confier à un spécialiste derrière. Il va vous aider à prendre en charge correctement vos patients. Donc, il faut savoir quand même solliciter les spécialistes de la thrombose qui vont associer à la fois l'écho-doppler et la prise en charge thérapeutique et le suivi, donc pas des radiologues, mais des phlébologues, des angiologues, des cardiologues qui prennent en charge autour de vous les thromboses régulièrement. Et vous allez initier votre traitement anticoagulant. Vous avez un patient qui est à risque d'embolie pulmonaire. Vous allez, à partir du moment où vous avez votre diagnostic, vous avez toute légitimité à initier votre traitement. Donc ça, c'est des choses qui doivent débuter. Il n'a rien à faire aux urgences. Les urgences ne vont pas faire plus que ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau. Et vont juste faire perdre du temps au patient qui va attendre son encart, le temps que on lui dise la même chose que ce que vous pouvez lui dire immédiatement au cabinet. Donc, c'est un inconfort pour le patient, une surcharge pour le système de soins. C'est un désaveu par rapport au médecin traitant qui a déjà le diagnostic et qui ne prend pas en charge son patient. Voilà. Une fois que vous avez décidé de mettre ce patient sous anticoagulant, que vous avez votre diagnostic et que vous n'allez pas forcément, vous n'allez pas lui faire une écho-doppler en urgence immédiatement, mais vous pouvez vous poser certaines questions. Est-ce que ce patient, je vais l'hospitaliser? Donc,
ou est-ce que je vais le traiter à domicile? Donc, si vous avez dans l'idée de l'hospitaliser en urgence, ça va être un passage aux urgences, mais dans une optique d'hospitalisation, pas dans une optique de prise en charge ambulatoire que vous pouvez assurer au cabinet. Après, est-ce que ce patient, vous allez l'hospitaliser, pas forcément en urgence, mais de façon programmée parce que vous avez pas la possibilité ou pas, vous n'êtes pas assuré de pouvoir le traiter de façon ambulatoire du fait du terrain de votre patient. Et je répète, pas du fait des données de votre examen d'échographie. Mais donc ça, c'est ce que vous faites déjà habituellement. Il y a des patients, ils sont pas possibles, on est dans l'incapacité de leur proposer une prise en charge ambulatoire de leur thrombose veineuse profonde d'un des membres inférieurs. On peut se poser la question de les hospitaliser de façon programmée. Et en fait, et dernière chose, la prise en charge spécialisée de la maladie thromboembolique. Donc, je vous disais, de confier ces patients à des médecins qui vont s'en occuper parce que c'est leur spécialité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Est-ce que ça doit se faire dans les 8 jours ou dans les 21 jours? Dans le cas d'une thrombose comme ça, qui est proximale, que vous allez vous mettre sous anticoagulation. Voilà, je vous laisse répondre tranquillement à ce deuxième ligne de questions. Là aussi, question à choix multiple. Voilà le deuxième sondage. Donc pareil, je vous laisse quelques instants pour répondre à cette deuxième question. Donc, comme l'a dit le docteur Boudous, une fois de plus, un choix multiple. Là, les réponses ont l'air d'être un peu plus ciblées. Allez, je laisse encore quelques secondes pour les dernières personnes qui n'ont pas encore voté. Ça a l'air de s'arrêter. Hop, donc je ferme le sondage et je partage de nouveau les résultats et je laisse le docteur Boudous vous expliquer les réponses. Donc voici la réponse. Ce patient, vous avez le diagnostic, vous débutez un traitement anticoagulant, vous n'êtes pas à quelques jours près pour l'hospitaliser si vous pensez que ça ne va pas pouvoir se passer bien en ambulatoire. Je pense que ça peut éviter un passage aux urgences dès l'instant où vous avez une prise de contact avec les médecins des services de médecine autour de chez vous, dans les structures qui sont aux alentours. C'est un patient qui, s'il s'est justifié de le traiter en hospitalisation et pas en ambulatoire pour des raisons qui sont liées au terrain du patient, avec un diagnostic posé, donc un cas pas compliqué, malgré tout sur le plan démarche diagnostique, ça va être quelque chose qui va être facilement pris en charge par vos collègues de médecine polyvalente ou en cardiologie, ça dépend des habitudes des structures que vous avez autour de chez vous. Vous pouvez prendre contact pour que au plus vite ils puissent prendre ce patient sans forcément le faire passer aux urgences, sachant que vous allez prescrire à ce moment-là une infirmière à domicile avec des HBPM qui va passer voir le patient tous les jours. Vous pouvez même, si vous êtes inquiet, prescrire des HBPM en deux injections quotidiennes pour que le patient il soit vu 2 fois par une infirmière, le temps qu'il soit pris en hospitalisation. Donc, dans l'idéal, ce patient n'a pas lieu de passer aux urgences si vous arrivez à mettre ça en place. La prise en charge spécialisée de la maladie thromboembolique, dans le cas de phlébites qui sont étendues à la veine fémorale commune et donc qui sont assez relativement hautes, vous ne savez pas jusqu'où ça remonte, ça peut remonter jusqu'en iliaque. C'est des patients, pour certains, qui sont des candidats à la recanalisation dans des conditions bien particulières. C'est des choses qui doivent se décider dans les 15 premiers jours. Donc, il faut les confier dans les 8 jours à un spécialiste qui va ou pas orienter ces patients vers des centres de référence parce que ils existent. C'est une technique qui existe et qui est proposée aux patients dans certaines situations et pour laquelle vous ne devez pas vous générer un retard de prise en charge.
même si c'est pas quelque chose qui va se faire dans l'immédiat. Donc vous avez 8 jours tranquillement pour adresser votre patient à un spécialiste, comme si vous avez de la même façon qu'il va faire son écho-doppler exhaustif dans les 8 jours. Il va aussi prendre en charge le patient et assurer une prise en charge optimale sans perte de chance dans le cas de phlébite haute comme ça. D'où le délai des 8 jours pour permettre aux spécialistes de gérer la situation, éventuellement d'une recanalisation, sachant que dans 50% des cas, les thromboses iliaques vont pas se reperméabiliser, vont générer des syndromes post-thrombotiques. Enfin, donc, c'est des choses que vous ne pouvez pas laisser traîner, même si vous avez votre diagnostic et votre traitement. Il n'y a pas que le risque emboligène sur lequel vous allez gérer l'anticoagulation, il y a aussi le risque derrière de syndrome post-thrombotique chez ces patients qui ont des thromboses hautes qui nécessitent donc un suivi rapproché dans les 8 jours avec un spécialiste. Un autre cas clinique, Madame G. Pamela, 26 ans, qui vient vous voir pour une douleur du mollet droit, un type de pointe, majeur en fin de journée, une cheville qui gonfle, des fourmillements à l'intérieur de la cuisse, du mollet, un tableau assez atypique. Faire un diagnostic là comme ça, c'est pas une évidence, ça peut être beaucoup de choses. Et donc, vous allez faire votre examen parce que ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Poser le diagnostic sur un simple interrogatoire comme ça, c'est compliqué, mais faire un examen, c'est pas très dur. Donc, vous allez pouvoir regarder son réno proximal. Là, vous êtes sur la veine fémorale commune gauche. Vous allez la comprimer et votre veine commune gauche, votre veine fémorale commune gauche, elle est compressible. Votre veine superficielle gauche, elle est compressible. Votre veine poplitée gauche, elle est compressible. Bon, vous regardez à droite aussi. Donc, à droite, c'est compressible. En fémoral commun, c'est compressible tout le long de la veine fémorale superficielle. Et en poplité aussi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette patiente? Qu'elle a pas de TVP proximal. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de TVP distal, mais elle n'a pas de TVP proximal. Donc là, vous faites un score de prédiction clinique. Hein, et il est à moins de 3, donc il est faible ou intermédiaire. Donc, TVP proximal, un score de prédiction clinique faible ou intermédiaire, qu'est-ce que vous faites? Voilà, je vous laisse répondre. Alors, je vais lancer le sondage et cette fois-ci, attention, il n'y a qu'une seule et bonne réponse, donc choisissez bien. C'est pas comme multiple parce qu'il y a, enfin, il y a, oui. Allez, vous êtes déjà plus de 80% à avoir voté. Je vous laisse encore 10 petites secondes et puis je laisse la parole au docteur Boudous. Ok, hop. Alors, je vais afficher les résultats. Donc, on peut voir qu'il y a une grande majorité qui ont répondu la réponse A. Donc, je vais laisser le docteur Boudous vous révéler le résultat et savoir si vous aviez raison ou pas. Donc, a priori, tout le monde a répondu la même question, la même réponse, pardon. Alors, c'est juste pour petite information, c'est que des questions à choix multiples. Donc, là, à l'occurrence, il n'y a qu'une seule réponse de bonne, mais je vous laisse répondre ce que vous voulez, hein, c'est assez ouvert. Donc, il n'y a pas. Vous avez le droit de. Oh là là, je suis passé sur. Excusez-moi, voilà, je reviens. Donc, vous avez effectivement un patient qui n'a pas de phlébite proximale. Donc, vous n'avez pas fait le diagnostic d'une phlébite. Vous avez écarté une phlébite proximale, donc vous n'avez pas de risque emboligène. Vous avez un score de prescription clinique qui n'est pas fort, donc il ne faut pas aller à un examen d'emblée, il faut faire des dédimères. Et en fonction, vous allez effectivement soit arrêter toute investigation à la recherche d'une phlébite s'ils sont négatifs, soit aller prescrire un examen qui peut se faire dans les 8 jours pour essayer d'éviter le. Mais le dosage des dimères, ça va être la chose à arrêter. Donc,
TVP proximal, vous avez un score de Cricri fini, du coup vous dosez vos dédimères, et dans ce cas-là, ils sont positifs. Je ne vous fais pas le cas clinique où ils sont négatifs, puisque là, tout s'arrête. Mais vous avez des dédimères positifs, et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Alors là aussi, vous avez plusieurs possibilités de réponse, et je vous laisse répondre à ce. Alors, ça continue de monter, mais pour le moment, ça a l'air d'être à 100%. Ah, non, c'était à 100%, mais là, ça vient de varier. Mais vous êtes une grande majorité sur une seule réponse. Quelle est-elle? Ça, c'est la bonne question. Alors, je ferme, je partage, et on peut voir que c'était l'écho-doppler veineux des membres inférieurs exhaustifs dans les 8 jours. Donc maintenant, ce qui nous reste à savoir, c'est si c'était la bonne réponse. Eh bien, c'est la bonne réponse, même si c'est pas, ça apparaît pas bien sur le diaporama, parce que on voit, mais bon, c'est dans les 8 jours, effectivement. On a un écho-doppler veineux des membres inférieurs exhaustifs à prescrire. Puisqu'on a éliminé la thrombose proximale, on est à l'abri du risque emboligène pour les 8 jours qui vont suivre. Donc, on a des dimères positifs. Donc, on peut pas s'arrêter là. Il faut aller à l'écho-doppler qui va pouvoir se faire tranquillement dans les 8 jours. Donc, vous commencez à comprendre tout l'intérêt de cet examen à votre disposition. Du coup, excusez-moi. Donc, vous prescrivez votre écho-doppler dans les 8 jours. Et qu'est-ce que vous faites de votre patient en dehors de la prescription? Est-ce que, alors, vous n'allez pas forcément l'envoyer aux urgences pour faire l'examen, mais est-ce que vous allez l'hospitaliser, programmer en urgence? Est-ce que vous allez le confier à un spécialiste ou pas? Est-ce que vous allez faire simplement un examen avec un radiologue? Et avec quel délai? Donc voilà, je vous laisse répondre à ces questions. Voilà, donc là, vous êtes déjà plus de 70% à avoir répondu. Je vous laisse encore 10 petites secondes et on va passer à la réponse de la dernière question du cas clinique numéro 2. Alors, je ferme les réponses et je partage le résultat. Donc là, encore une fois, en grande majorité, vous avez répondu la réponse 3, donc une prise en charge spécialité de la MTEV dans les 8 jours. Donc, je laisse le docteur Boudous vous répondre. Donc là aussi, bon, ça ne vous apparaît pas, mais c'est prise en charge spécialisée dans les 8 jours. Vous n'avez aucune raison d'hospitaliser votre patient. Vous allez le confier donc dans l'idéal à un spécialiste qui va à la fois faire le diagnostic avec un écho-doppler exhaustif, s'il y a par hasard une thrombose veineuse surale, et qui va aussi assurer sa prise en charge. Et vous avez, du coup, tout ça va se faire dans les 8 jours qui vont suivre votre consultation. Un autre cas clinique, Huguette, 34 ans. Donc c'est vrai, c'est à 34 ans. Huguette, c'est un prénom, vous pensez qu'elle avait 84 ans, mais elle a 34 ans. Elle consulte pour un mollet droit douloureux depuis 2 jours. Son médecin vous l'envoie, enfin ça c'est ce qui m'arrive, mais elle va voir d'abord son médecin qui va me l'envoyer, mais qui aurait pu s'en occuper avant. Et donc, elle va le voir parce que ça fait 2 jours qu'elle a son mollet qui fait mal et elle est dans un contexte de FIV. Alors ça,
pas en quoi ça favorise. Donc, disons que les traitements hormonaux peuvent favoriser les thromboses, hein, on est d'accord, hein, c'est le principe de la grossesse Donc, bon, on peut penser que peut-être dans le code de stimulation ovarienne, bon, bref, elle vient là, comme ça, vous faites votre échographie parce que ça, c'est quelque chose que vous allez faire facilement au cabinet. Et vous allez commencer par la gauche. Alors, je commence toujours par la gauche, un petit truc. J'ai appris ça avec des collègues qui faisaient des coloparies artérielles parce que c'est une façon de ne pas se mettre du gel partout, en fait. Donc, vous commencez par la gauche et après, vous passez à la droite. Ça vous évite de vous ramasser tout le gel que vous avez mis sur la jambe droite en allant faire la gauche. Bête. Mais bon, donc c'est pour ça que je commence toujours par la gauche. Donc, je comprime ma veine fémorale commune gauche, qui se comprime. Je comprime ma veine fémorale superficielle gauche, qui se comprime. Ma veine poplitée gauche, qui se comprime aussi. À droite, c'est la même chose, au niveau de la veine fémorale superficielle. Par contre, en poplité, là, non, je comprime pas. Hein, vous voyez, j'ai une veine poplitée qui est incompressible. Donc, j'ai un diagnostic tout de suite, alors que la patiente, je n'étais pas du tout sûr qu'elle faisait une phlébite, c'était pas une évidence comme ça. Mais là, ça devient une évidence. Elle a une TVP proximale qui se situe au niveau de la veine poplitée, qui ne s'étend pas à la veine fémorale commune, puisque on a une veine fémorale superficielle qui est déjà perméable, et donc on a une thrombose veineuse proximale qui va pas du coup, dans le niveau supérieur est évaluable pour vous. Il est au niveau du début éventuellement, mais pas au niveau moyen pour la veine fémorale superficielle. Donc, une thrombose veineuse proximale, donc un risque emboligène, mais qui, dans la partie supérieure du thrombus, est pour vous appréhendé à travers cet examen qui vous rassure sur les tâches veineux communs et au moins une grande partie du réseau veineux superficiel. Donc, dans cette situation précise, là, vous faites quoi? Et je vous laisse répondre, donc, toujours en QCM. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule réponse, mais ça, c'est la surprise. Mais vous avez le droit de répondre tout ce que vous jugez pertinent. Voilà, donc je viens de lancer le sondage, je vous laisse répondre. Allez, je vous laisse 5 petites secondes encore et on va passer à la réponse. Hop. Je partage les résultats. Donc là, on peut voir que c'est assez indécis. Donc on a 90% de personnes qui ont voté le traitement anticoagulant à dose efficace, 77 pour l'échodoppler veineux dans les 8 jours et un bilan sanguin à 71%. Donc je laisse répondre le docteur Boudous. Pourquoi voulez-vous faire un échodoppler dans les 8 jours alors que vous avez un diagnostic de thrombose veineuse profonde proximale dont l'extension se fait même pas au niveau de la veine fémorale commune. Donc vous avez un thrombus qui est c'est un patient, il n'y a pas d'urgence à courir après un examen dans les 8 jours. Encore moins d'envoyer aux urgences. Vous allez le mettre sous anticoagulant à dose efficace. Donc, si vous devez faire des dosages sanguins, ça va être pour guider votre prescription d'anticoagulant. Si vous mettez sous HBPM, sachant que si vous mettez sous AOD, ce qui est de plus en plus prescrit en fonction de l'absence d'interaction médicamenteuse possible, vous n'avez pas la contrainte de la fonction rénale. Donc, ce patient-là, vous débutez une anticoagulation, vous faites un bilan sanguin si vous voulez savoir si vous pouvez ou pas le mettre sous HBPM.
La question du diagnostic dans les 8 jours, elle va pas se poser parce que on n'a pas besoin de rechercher une extension, de préciser l'extension d'un thrombus que vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez complètement voir que ce thrombus popité ne s'étend pas à la veine fémorale superficielle. Donc, le diagnostic de la thrombose, il est posé. Le médecin, un spécialiste, ne va pas faire plus que ce que vous avez fait à votre niveau. Par contre, derrière, qu'est-ce qu'on propose à ce patient une fois qu'on l'a mis sous anticoagulant, que le diagnostic est posé complètement d'emblée par vous, à votre niveau. Est-ce que vous allez l'hospitaliser? Est-ce que vous allez l'hospitaliser si son traitement ambulatoire est impossible? Est-ce que vous allez confier à un spécialiste? Donc, dans les 8 jours, si vous êtes dans la logique aussi d'obtenir une confirmation de votre diagnostic dans les 8 jours ou dans les 21 jours, puisque votre diagnostic est posé et que dans l'idéal, on a un peu plus de temps peut-être pour. Donc, je vous laisse répondre. Vous êtes déjà plus de 60% à avoir répondu, donc je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, ça a l'air de stagner. Hop, je vais pouvoir fermer. Je vais laisser le docteur Boudous hop, vous répondre. Donc, ce patient, qui a une thrombose popitée, dont l'extension se fait pas au niveau ni fémoral superficiel, ni encore moins au niveau fémoral commun. Si néanmoins le terrain du patient fait que vous ne pouvez pas le prendre en charge ambulatoire, vous allez être obligé d'hospitaliser, mais pas en urgence de grâce, donc de façon programmée. Et si une prise en charge spécialisée va suivre, on a un petit peu plus de délai parce que là, on ne va pas proposer autre chose que la poursuite de l'anticoagulation. Donc, on peut se donner sans aucun souci 21 jours pour voir ce patient en relais de la prise en charge qui va être faite par le médecin traitant. 21 jours, c'est pas mal. Si vous le mettez sous Xarelto, par exemple, ça va être le moment où on va basculer d'une prise de 2 comprimés par jour à une prise de 1 comprimé par jour. Donc, c'est un moment un petit peu où on peut prendre le relais, vérifier que tout se passe bien. Il y a des rares cas d'intolérance au Xarelto, ça peut arriver, on ne sait pas pourquoi, il y a des gens qui ne supportent pas. Donc, on ne va pas le prescrire pour 3 mois alors qu'il ne va pas être pris pendant 8 jours. Donc, bon, c'est des patients qu'on va pouvoir voir sans problème dans les 3 semaines. On peut le voir à 8 jours si on a des créneaux de libre, mais on peut sans problème les intégrer à une consultation dans les 3 semaines qui vont suivre votre évaluation, votre diagnostic et votre mise sous anticoagulant. Un dernier cas clinique, donc un jeune homme de 21 ans qui a une douleur avec un œdème de la jambe droite. On lui a prélevé, je ne savais pas que ça se faisait, mais on lui a prélevé le semi-tendineux, pas pour lui faire une plastie des ligaments croisés, ça c'est assez courant, mais pour aller faire une ligamentoplastie de son articulation acromioclaviculaire qu'on refixe au niveau de l'apophyse coracoïde. Enfin, c'est une technique qui se fait dans des grosses instabilités de l'acromioclaviculaire. Et donc, suite à ce prélèvement au niveau de la cuisse, puisque ça passe par le genou, ce patient se présente donc avec un œdème important de sa jambe droite.
vous réalisez un examen d'échographie, posez pas de questions métaphysiques, vous faites votre examen, et là, à gauche, toujours, vous comprimez votre veine fémorale crâne gauche, vous comprimez votre veine superficielle gauche, votre veine poplitée gauche, vous allez voir à droite, vous comprimez en fémoral commun, vous comprimez en superficiel, et vous comprimez en poplité. Du coup, ce patient, vous ne trouvez pas de TVP proximal. Son score de prédiction clinique, lui, par contre, est fort. Donc, que faites-vous? Je vous laisse répondre. Voilà, je viens de lancer du coup le questionnaire. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Allez, encore 5 petites secondes et on va passer aux résultats. Hop. Je vous partage les différents résultats. Donc, vous pouvez voir que c'est assez varié. Une grande partie, c'est pour l'écho-doppler veineux des membres inférieurs exhaustifs dans les 8 jours. Et je vais laisser le docteur Boudous répondre à ce cas. Donc, la grande partie a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, ce patient, score de prédiction clinique fort, mais pas de thrombose proximale. On a 8 jours pour réaliser d'emblée un écho-doppler veineux exhaustif, sans passer par des dosages de dédimères qui sont là superflus, conformément aux recommandations que vous avez. Vous n'avez pas lieu de le mettre sous un traitement anticoagulant, puisque vous n'avez pas de thrombose veineuse proximale, donc à risque emboligène. La seule question qu'on peut éventuellement se poser, c'est est-ce qu'on met un traitement préventif? Puisque là, il n'en a pas. Est-ce qu'on va prendre le risque qu'il fasse une phlébite? Donc ça, la première chose, c'est est-ce qu'il va pouvoir supporter une contention déjà? Des fois, la douleur liée à l'inflammation va faire que la contention n'est pas possible. C'est un élément quand même qui favorise le drainage veineux et la prévention de la phlébite, mais des fois, ce n'est pas possible de la faire porter par certains patients. Il va pas garder la jambe élevée toute la journée. Il n'a pas de thrombose, mais est-ce que vous le croisez dans le cadre de votre consultation, est-ce que là, vous allez faire prendre le risque d'avoir une thrombose parce que vous n'allez pas faire de prévention? Donc ça, c'est vraiment, il y a pas de recommandations très claires. Ce patient, il est sorti de son intervention. Est-ce qu'il a eu une prévention? C'est pas certain. Il n'y a pas là aussi de recommandation après ce type d'intervention. Est-ce que vous allez la débuter? Donc là, vraiment, c'est laissé à l'appréciation du médecin et on ne peut pas vous reprocher de mettre un traitement anticoagulant à dose préventive, d'autant que vous ne faites pas prendre de risque hémorragique au patient. Que s'il a une phlébite qui n'est pas emboligène, qu'on la trouve 8 jours après, c'est pas gênant. On aura quand même un diagnostic. On va éviter qu'elle se propage éventuellement. Et s'il n'en a pas, ça va éviter qu'il la constitue le temps qu'il soit réévalué. Donc c'est vraiment la seule question qu'on peut se poser. Il n'y a pas une réponse claire. C'est vraiment en fonction de la situation clinique du patient. Ça peut aussi être une question que vous pouvez poser à votre collègue qui va le prendre en charge derrière. Qu'est-ce qu'il en pense? Ça se discute. Mais une anticoagulation à dose efficace, c'est inutile parce que le patient n'a aucun risque de faire une embolie pulmonaire le temps que votre collègue lui fasse son écho-doppler exhaustif dans les 8 jours. Et donc, pas d'anticoagulation efficace, ça veut dire pas de bilan sanguin, et les dosages des dédimères, prédictions cliniques fortes, sont inutiles. Donc voilà, je pense que une fois que vous avez compris ça, est-ce que vous l'hospitalisez? Est-ce que vous l'hospitalisez en programmé? Est-ce que pour un traitement ambulatoire d'une phlébite que vous n'avez pas vue, est-ce que vous confiez dans les 8 jours, dans les 21 jours un spécialiste?
Je vous laisse répondre à cette dernière, je pense, ligne de questions. Pardon, je vous ai répondu. Bon, allez, on va aller vite parce que là, c'est assez simple. Vous allez confier ce patient dans les 8 jours à un spécialiste parce que vous avez besoin de votre écho-Doppler dans les 8 jours. Donc, ça va de soi. Dans l'idéal, plutôt le confier à un spécialiste de la thrombose qu'un radiologue qui ne va pas prendre en charge votre patient derrière, qui ne va pas le soigner, qui va vous le renvoyer avec un traitement à débuter en catastrophe. Donc, vous avez 8 jours, confiez-le d'emblée à quelqu'un qui va s'en occuper, qui va pouvoir prescrire éventuellement un traitement anticoagulant si c'est indiqué et assurer le suivi à plus long terme de votre patient. Donc, voilà, je pense qu'on a vu toutes les circonstances, enfin les cas de figure que vous pouvez rencontrer au cabinet avec la mise en œuvre de cet examen pour que vous puissiez vous projeter un petit peu dans un avenir que demain vous pouvez vivre si vous êtes formé à cette recherche de thrombose veineuse profonde proximale et que vous avez un appareil d'écho cabinet qui est à disposition. Ça change un petit peu la donne par rapport à ce que vous faites sans échographie disponible, sans formation. Et du coup, ça peut vous projeter dans une utilité de ce type d'investissement en termes matériels, mais formation aussi. Donc, c'était un peu l'intérêt de ce webinaire, de vous faire un peu entrevoir ce que demain vous feriez au cabinet en ayant ce type de matériel à votre disposition et la compétence pour réaliser cet examen qui est complètement à votre portée, hein, puisque ça demande une évaluation relativement simple, basée sur un test très fiable, pertinent, efficace, si on se contente effectivement de ce réseau proximal. Les problèmes qu'on rencontre, c'est essentiellement sur des évaluations du réseau distal, des fois compliqué, même pour des gens qui en font tous les jours, mais le réseau proximal, c'est vraiment à votre portée, donc ça peut vraiment être utile demain au cabinet si vous intégrez cette pratique. Les messages à retenir, c'est que pas de thrombose veineuse proximale si vos dédimères sont négatives, la recherche de thrombose est terminée. Si vous n'avez pas de thrombose veineuse proximale, vous avez jusqu'à 8 jours pour faire réaliser un écho-Doppler exhaustif. Donc ça calme un petit peu la situation. Soit parce que le syndrome clinique, le score de prédiction clinique est fort, soit parce que les dédimères sont positifs. Les hospitalisations, elles sont pas utiles en l'absence de TVP proximal, hein. Donc zéro hospitalisation, a fortiori zéro passage aux urgences. Si vous trouvez une TVP proximale et que le traitement ambulatoire est possible, ce qui est la grande majorité des cas, vous les confiez à un spécialiste dans les 8 jours si vous avez une extension au niveau de la veine fémorale commune, dans les 3 semaines si vous n'avez pas d'extension qui remonte au-delà de la veine fémorale superficielle. Donc voilà, je passe la main à Quentin et je reste quand même à votre disposition si vous avez d'autres questions. Alors, pendant que je continue, vous pouvez continuer à poser vos questions dans l'onglet questions et on va revenir dessus juste après. Donc, comme l'a dit le docteur Boudous, l'objectif de ce webinaire, c'était de vous rassurer sur les urgences en cabinet de médecine générale. Donc, d'un point de vue du système vasculaire ce soir, donc nous, comme l'a dit Jean-Charles au début de ce webinaire, on propose différentes thématiques, dont l'échographie d'urgence en cabinet de médecine générale, où on peut y apercevoir le système vasculaire. Donc là, vous avez les différentes villes et les dates, et vous avez un petit QR code et un lien qui va s'afficher dans l'onglet chat. Si vous avez besoin de voir et d'avoir des renseignements, vous pouvez et n'hésitez pas à cliquer dessus. Et sinon, on a des sessions qui sont un peu plus spécifiques, qui vont cibler directement donc le vasculaire. Et là, du coup, vous avez aussi les différentes dates et les lieux. Merci.
Et donc là, on vous met aussi les prochains liens donc, pour nos prochaines soirées webinaires. Donc le jeudi 28 mars, donc dans 2 semaines, on a santé et migration, les spécificités du patient exilé avec le docteur Mathilde Besselière. Et un peu plus tard aussi, début avril, on a les lombalgies, donc avec différents professionnels de santé, notamment des kinés du sport. Donc n'hésitez pas aussi à venir. On sait que vous êtes des fidèles de l'écho parce que là, on l'a vu quand vous vous êtes connectés. Mais si vous êtes intéressé par d'autres sujets, vous pouvez aussi aller voir nos autres soirées webinaires. Tu peux passer, Arnaud. Et en même temps, donc on va vous faire passer dans l'onglet chat un formulaire. Donc c'est pas obligatoire, c'est juste pour vous. C'est pour étudier vos besoins. Donc c'est ce qu'on fait moi et Jean-Charles directement en formation. Et là, c'est d'avoir votre besoin direct et spécifique, donc sur ce que vous voulez voir, faire et dans quelle ville. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le lien et y répondre et on reviendra vers vous par la suite. Et maintenant, donc pour terminer ce webinaire, donc je vais revenir sur les dernières questions. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions entre-temps. Alors Arnaud, j'ai une question. En cas de présence de kystes poplitées, est-il recommandable d'utiliser le Doppler pour distinguer les différents vaisseaux? Donc, un kyste popité, ça va être une image que vous allez perdre et retrouver comme toute, contrairement à un vaisseau. Un vaisseau, vous allez le suivre sur plusieurs dizaines de centimètres. C'est un tube, hein, un vaisseau. Donc en échographie, si vous suivez, si vous remontez votre vaisseau, vous allez le suivre longtemps et il va avoir un trajet que vous arrivez à identifier. Donc ça vous permet de faire la différence entre une structure kystique et une structure tubulaire qui est un vaisseau, que ce soit une artère ou une veine. Donc le kystopité, lui, vous allez, quand vous allez le balayer avec votre sonde de haut en bas en suivant votre creux poplité, vous allez à un moment donné arriver dessus, puis vous allez le perdre parce que vous sortez de votre kyste. Donc vous allez arriver sans avoir utilisé de la couleur, simplement en balayant avec votre sonde d'échographie, pouvoir faire la part des choses entre une structure tubulaire et une structure kystique. Mais par contre, il faut effectivement utiliser ce que les anesthésistes appellent la technique d'ascenseur, c'est-à-dire qu'il faut balayer de haut en bas votre membre pour voir ce que devient la structure que vous allez à un moment donné voir puis perdre, ce qui vous permet de faire le diagnostic de kyste ou de nodule par rapport à une structure donc linéaire que sont les vaisseaux. Du coup, la couleur est pas très utile. Et ensuite, la plupart des kystopités, quand même, ils n'ont pas une forme ronde, hein, ni même ovale. Donc c'est quand même une forme un petit peu différente. Ils sont un peu, ils s'interposent entre le gastrocnémien et le tendon semi-membraneux. Donc ils sont un petit peu, ils sont un petit peu coudés. Ils sont un petit peu allongés, bon, à part le kyste vraiment sous tension, kyste popité sous tension, mais là aussi, vous allez en balayant, vous allez dessus puis le perdre. Et donc il va être très gros, très différent de vos pédicules vasculaires. C'est pas quelque chose vraiment qui pose problème. Une autre question peut-être? Oui. Alors, je suis désolé, c'est vrai que je viens de plus en plus en session d'échographie, mais j'ai pas tous les termes et les acronymes, donc soyez exigeants avec moi. Donc, au cabinet de médecine générale, faut-il préférer NACO ou HBPM, pardon, si thrombose veineuse proximale? NACO, c'est AOD, c'est les HBPM sont à réserver à des situations où les AOD ne sont pas possibles à prescrire, qui sont des situations assez rares, donc des situations d'interaction médicamenteuse essentiellement, ou des situations de cancer actif, parce que
mais aussi, dernièrement, on a vu qu'on avait une meilleure efficacité des HBPM sur des thromboses iliofémorales. Donc, c'est des situations où on va préférer les HBPM, donc cancer actif, thrombose iliofémorale, interaction médicamenteuse, parce que les AOD vont être soit potentialisés, soit inhibés par certains médicaments. Donc, du coup, des fois, ça va être compliqué à les associer. Ils vont interagir avec d'autres traitements en cours. Et la plupart du temps, quand on n'a pas ces situations-là, c'est facile, c'est quand même très facile de mettre les patients sous AOD, même au cabinet. C'est vraiment une solution. Et peut-être chez des patients plus fragiles, préférer les Likis en 2 prises que le Xarelto, même si au départ ça va être 2 prises par jour le Xarelto, mais l'Eliquis a une demi-vie qui est plus courte. Donc si votre patient pose un problème, patient fragile, qui a un risque hémorragique, on va plutôt le mettre sous Eliquis que sous Xarelto. Alors je vous parle d'Apixaban, enfin c'est de non commerciaux, je ne devrais pas, mais bon, disons que on va plutôt mettre, il y a le Rivaroxaban, l'Apixaban, c'est l'Eliquis. Le Rivaroxaban, c'est le Xarelto. Donc, plutôt une demi-vie plus courte chez des patients fragiles, hein, sachant qu'on n'a pas de. C'est plus compliqué d'anticoaguler, enfin d'antagoniser des AOD si votre patient se met à saigner. Donc, ça se fait, mais c'est quand même quelque chose de plus compliqué. Donc voilà, ça va être ça. Mais le patient qui n'est pas à risque hémorragique, qui n'est pas cancéreux, qui a une thrombose qui n'est pas iliofémorale et qui n'a pas des médicaments qui interagissent avec les AOD, celui-là, il faut le mettre sous AOD, assez simplement. Donc, on va prendre une dernière question. Donc, je vais reprendre la formulation parce que vous êtes plusieurs à avoir évoqué le sujet sur la cotation. Il existe une cotation pour l'échographie veineuse proximale en 4 points pour éliminer une phlébite. Laquelle? C'est une question qu'on me pose ou c'est est-ce que je connais la cotation pour l'échographie en 4 points ou est-ce que est-ce que ça c'est une colle, soit on me pose la question de savoir si ça existe. Ah. Parce que ça n'existe pas. Mais alors les cotations d'échographie, de façon générale, y a pas, c'est pas corrélé. La cotation d'échographie, les actes techniques CCAM, c'est pas corrélé à l'indication clinique le plus souvent, sauf dans le cas de la phlébite et où effectivement il y a un échodoppler veineux des veines. Alors c'est échodoppler veineux des veines des membres inférieurs et iliaques à la recherche d'une thrombose. Ça, c'est une cotation qui existe et qui peut être utilisée parce que il n'y a pas de cotation spécifique pour autre que celle-ci. Donc, et la Sécu ne va pas s'amuser à développer d'autres cotations. Il y a eu plein de spécialistes qui ont essayé de faire développer des cotations différentes à la Sécu, ça ne marche pas. Ils ont leur cotation CCAM, ils s'y tiennent, donc il faut l'appliquer. Et quand ça ne colle pas parfaitement, c'est pas grave, vous l'appliquez et ils vous rémunéreront. Et s'ils veulent un jour donner des cotations plus précises, la balle est dans leur camp. Mais vous devez utiliser cette cotation-là. Et vous n'avez pas lieu d'aller rechercher une thrombose iliaque si vous n'avez pas de thrombose au niveau du réseau proximal. Donc, même si sur la cotation, on parle d'explorer un peu tout, l'exploration, elle est un peu superflue dans certaines situations. Si vous avez une thrombose veineuse qui remonte en fémoral commun, que vous et vous voyez pas le haut de votre thrombus quand vous observez au niveau iliaque, elle est forcément à extension iliaque. Donc là aussi, aller rechercher si en iliaque il y a une thrombose, ça n'a aucun intérêt pour faire le diagnostic, d'autant que derrière, de toute manière, ce patient sera revu et aura un diagnostic un peu plus
pousser derrière. Il faut les coter avec cet axe CCAM. Alors, cet axe CCAM, vous allez le trouver facilement. Là, je n'ai pas accès tout de suite. Je voudrais bien donner, mais il y a un axe CCAM qui existe. Moi, c'est paramétré dans mon logiciel, donc je le sors. Honnêtement, ça me, je vais vous le donner. Bah, ça réagit là déjà dans le chat, donc on me parle de cotation EJQM003. Ouais, mais je vais vous le donner. De toute façon, là, je suis sur mon logiciel Express Vital. Donc, c'est le EJQM003. Donc, c'est celui-là que vous appliquez. Donc, tu as des très bons élèves qui sont présents aujourd'hui, alors Arnaud, parce qu'ils avaient donné la bonne réponse. Ça sert à rien. Toujours dit. Mais Bah écoutez, je crois qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Je tenais à remercier le docteur Boudous pour son témoignage et la qualité de ses échanges et de ses réponses. N'hésitez pas à revenir sur nos prochains webinaires en écho ou de nous rejoindre directement en présentiel sur les différentes formations en France sur nos 9 thèmes d'écho. Donc, comme l'a dit Jean-Charles aussi, si vous voulez revoir le replay, vous allez le recevoir d'ici quelques jours. Et puis, n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. On reviendra vers vous par mail. Voilà. Merci à tout le monde. Et puis, bah, il est déjà presque 22h30. Donc, merci en tout cas d'avoir été présents. Vous avez été nombreux et nombreux jusqu'au bout. Et vous avez été beaucoup à interagir. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée.